OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la finance, les finances publiques, l'éthique, le droit. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Téléguinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur www.rtghaiti.com. À cette 410e édition, nous avons retenu pour thème la problématique du bâtiment en Haïti, post-séisme du 12 janvier 2010. Pour avoir cette émission, nous avons à la fois le plaisir et le privilège de partager le plateau avec le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens, comme véritable ordre des ingénieurs. L'émission est opportune, puisque 10 ans déjà, nous avons vécu ce drame. Eh bien, le collège est représenté par son président, l'ingénieur Richard Aspil. Ingénieur Aspil, bienvenue à notre émission. Merci de l'invitation et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Ingénieur Lauture. Bonjour, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Téléguinée. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour discuter de choses intéressantes. Merci. Ingénieur Lorquet, membre du conseil. Merci Téléguinée de nous recevoir. Et nous allons faire une bonne heure de partage. Merci. À vous, nous disons un grand merci aussi, messieurs, d'être présents parmi nous pour partager vos expériences de vos recherches. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur l'activité de l'ordre des comptables. L'ordre reçoit des inscriptions en son local de 9h à 14h PM. Et l'ordre organise aussi un événement mensuel, une série de conférences ouvertes au grand public, aux membres de la corporation dans le cadre de la formation continue. Donc c'est toujours le 4e jeudi du mois. Je lance déjà l'invitation au collège des ingénieurs pour participer en tant qu'intervenant à cette série de conférences de l'OCPA. Les membres de l'OCPA aussi qui voulaient participer aux conférences internationales, eh bien, ils peuvent aussi se renseigner auprès du secrétariat. À chaque émission, nous apportons aussi quelques conseils. Nous sommes au cours du mois de janvier. Le 31 janvier, c'est la date limite pour le dépôt de la déclaration définitive d'impôt. C'est une véritable confession fiscale. On fait sa déclaration de manière à rendre compte de ses revenus et de ses charges. Déclarer ne veut pas dire qu'il faut payer. On peut avoir une déclaration qui soit soldée par un crédit d'impôt. Donc, mais il faut déclarer. D'ailleurs, c'est un exercice de citoyen. L'émission du jour a pour thème la problématique du bâtiment en Haïti post-séisme du 12 janvier. Un événement malheureux qui a marqué la vie de tout un chacun dans ce pays. 10 ans déjà, le bilan est là. Le bilan est lourd. De 225 à 225 000
de personnes mortes, plus de 1300 centres et bâtiments publics affectés, une cinquantaine de centres hospitaliers inutilisables. Et quant aux milliers de tonnes de déblais qu'on a pour nettoyer les espaces, eh bien, 10 ans après, à quelle phase, à quelle étape se trouve-t-on dans la reconstruction de ce pays? C'est pourquoi nous accueillons traditionnellement le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens en cette période-là. Pour mémoire, et aussi pour rappeler aux gens l'obligation d'apprendre des erreurs des autres. On peut se tromper, mais il ne faut pas persister dans l'erreur. Et à cette émission, nous avons, je dirais, les autorités du Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens, à la personne de son président, Junior Aspil. Junior Aspil veut vous présenter au public. Je suis Richard Aspil, je suis ingénieur architecte et je suis président du Collège national des ingénieurs architectes haïtiens. Nous avons avec nous également l'ingénieur Philippe Lauture, qui est membre du collège. Ingénieur Lauture, vous voulez vous présenter au public? Oui, comme je dis, Philippe Lauture, je suis ingénieur civil avec spécialité en structure, membre du collège et puis professeur à l'université Quisqueya. Et nous avons l'ingénieur Alex Lorquet, qui est membre du comité de direction du collège. Oui, je suis Alex Lorquet, ingénieur civil. J'évolue depuis plusieurs décennies dans le bâtiment, dans la construction du bâtiment, et j'ai eu quelques expériences aussi, quelques années dans l'administration publique. Bien. Merci, messieurs, encore une fois, bienvenue. Alors, la première question que je vais vous adresser, comment se porte le collège? Président. Bon, je pourrais vous dire que le collège se porte assez bien, bien que je ne suis pas satisfait à 100% de la façon que ça se passe. Et c'est dû en grande partie à la situation du pays, où on a passé une année vraiment difficile. Moi, je préside le collège depuis fin janvier 2019. Et ma première réunion, j'ai pu la tenir qu'en avril. Donc, pour vous dire qu'une fois élu, la semaine d'après, c'était des événements. Donc, c'était 7 février, etc. Ça a duré un certain temps. Donc, vous connaissez le reste. Toute l'année, on a eu pas mal de bouleversements. Donc, j'avais plein de choses en projet qu'on n'a pas pu mettre à exécution. Mais quand même, il y a eu pas mal d'avancées. Très bien. Et cela continue. Je dois vous dire que, bon, on a une équipe très, très motivée. Et je pense que l'année 2020, si on nous laisse la chance de travailler, ça pourra aller beaucoup mieux. Parfait. Alors, puisque nous parlons de la problématique du bâtiment, il y a un code de construction du bâtiment d'Haïti, initiative du secteur public. Quel est le contenu de ce code? Quel est son degré d'applicabilité aujourd'hui, 10 ans après? La question est adressée à de vous. Bon, je vais répondre. Au lendemain du séisme, le ministère des Travaux publics a sorti des règles qu'on pourrait qualifier d'intérimaires. Parce qu'il y avait comme une panique physique, une panique intellectuelle. Donc, on a adopté plusieurs codes, parmi lesquels le code canadien, le CNBC, le code américain, le Eurocode, le code caribéen également. D'une part, pour ne pas froisser les intervenants étrangers qui venaient nous aider, et d'autre part aussi pour être sûr qu'il n'y aurait pas d'erreur, étant donné qu'Haïti n'avait pas encore son propre code. Donc, ces mesures intérimaires étaient effectives jusqu'à la publication du code CNBH, qui a été le code de 2012, qui a été publié en janvier 2013. Mais ce code fait référence directement à l'IRC,
qui inclut le IBC, qui est le International Building Code, et aussi le IRC, qui est pour les résidences de 1 à 2 étages. Donc, au terme de documents, c'est ce que nous avons. Maintenant, pour l'applicabilité de ces documents, il devrait avoir un organisme responsable de l'application que je ne pense pas qu'il soit en mesure de le faire actuellement. Donc, il y a eu une disposition du secteur public tendant à définir, à élaborer un code de construction. Mais cependant, il y a eu, comme vous avez bien dit, il y a eu, dans la pratique, différents codes en application. Donc, c'est un souci d'harmoniser. L'objectif, c'était d'arriver à quoi? Prévenir le pire ou bien résoudre définitivement le problème, au point de vue normatif. Bon, au début, comme je dis, c'était la panique. La panique. C'était la panique. Maintenant, le code CNBH de 2012 reprend presque essentiellement le code IBC. Enfin, même les mesures intérimaires se retrouvent pratiquement à 90% dans le code actuel. Ce code fait une différence entre les bâtiments de 1 à 2 étages qu'il permet qu'ils soient construits par des autoconstructeurs. Donc, qui dit autoconstructeur dit que c'est un particulier qui peut décider de construire sa propre résidence, pourvu qu'elle n'ait pas plus que 2 étages. Parfait. Bon, on peut dire aussi que cette partie 1 qui couvre ce genre de bâtiment, on parle à peu près 80% des résidences finalement. Très bien. Et maintenant, il y a une partie 2 pour les bâtiments de plus que 2 étages où il est recommandé d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Un code en général, il est impératif. Si vous prenez un code anglais, vous avez will be ou bien shall be, c'est obligatoire. Le CNBH se cantonne dans les recommandations. Maintenant, pour les bâtiments multi-étagés, ça veut dire plus de 2 étages, on recommande l'utilisation d'un professionnel, mais sans mentionner vraiment quel type de professionnel ce serait. Très bien. Mais alors, en tant qu'ingénieur pratiquant, vous avez une certaine expérience. Quelles sont, selon vous, les contraintes à la mise en application d'un véritable code de construction en Haïti? La question est ouverte à vous tous. Hein? Bon, c'est d'abord faire respecter ce code-là. Nous avons ce code, mais ce code n'a pas encore été sanctionné par le Parlement. Donc, on ne peut même pas sanctionner quelqu'un actuellement, même si on dit qu'il y a un code. Donc, c'est une des premières choses qu'il faudra faire, c'est faire sanctionner ce code. Comme ça, on peut, à partir de ce code-là, sanctionner quelqu'un. Alors, lors même que le code n'existait pas, et le professionnel, l'ingénieur qui se charge d'un bâtiment quelconque, devrait répondre à des normes telles des fois le code américain, d'autres font référence au code européen, particulièrement le code français. C'est-à-dire que si le code haïtien n'est pas d'applicabilité, mais l'ingénieur, lui, il doit respecter les contraintes et les mesures dans la pratique de sa profession. Très bien. Alors, il y a comme des normes universelles qui réglementent la construction, le bâtiment. Mais c'est la première fois que Haïti s'est lancé dans une initiative pareille, à savoir définir un code. Mais le code, d'après ce que j'ai lu, c'est comme un document annexe aux différents codes mentionnés, tels que l'IBC. Donc, ce code aurait dû être mis à jour régulièrement. Donc, en dehors de cette contrainte, à savoir la non-publication de cette norme par le Parlement, c'est-à-dire par faire sur une loi, est-ce qu'il y aurait d'autres contraintes, selon vous, qui, en principe, empêcheraient la mise en application de ce code, en dehors du fait de ne pas avoir une loi? Bon, pas du tout, hein, parce que même si le code n'a pas été sanctionné par le Parlement, la bonne pratique vous oblige à suivre quand même certaines règles. Parce qu'après l'expérience de 2010,
qu'on a avec le tremblement de terre. Je pense que tout ingénieur consciencieux doit faire attention et se conformer aux normes en ce qui a trait au calcul antisismique, et à la bonne pratique également, à l'utilisation des matériaux qu'il faut. Et donc il y a tout ça, je pense que... Et le collège fait la promotion également de la bonne pratique. Vous voyez? C'est une des choses, d'ailleurs, des choses que nous mettons l'accent dessus. Faire la promotion de la bonne pratique de l'ingénierie en Haïti. Très bien. Mais alors, par rapport à votre vécu, vos observations, est-ce que dans la mise en application du code, le secteur public, le ministère particulièrement, assure un certain suivi? Par exemple, des limitations des zones de construction et le fait de faire l'étude de sol. Est-ce que ce sont des éléments qui sont pris en compte après le 12 janvier 2010? Sous forme qualitative, oui. Par exemple, on vous dit qu'il ne faut pas construire à 50 mètres d'une faille, de part et d'autre d'une faille. C'est dit, mais où est la faille? On ne sait pas. On vous dit, par exemple, qu'un bâtiment de 3 étages et plus, il faut avoir des études de sol. OK? Mais qui est-ce qui va exiger ces études de sol? Parce que, alors, on parle de bâtiment. Le bâtiment ne veut pas dire la construction. Parce qu'il y a des ponts, il y a un tas d'ouvrages. Mais on reste dans le bâtiment. Théoriquement, c'est la municipalité qui émet le permis de construire. Et ce permis de construire, comme préalable, il y a un tas de documents. D'abord, le premier, c'est le titre de propriété qu'il faut avoir. Deuxièmement, c'est les plans du bâtiment. Troisièmement, c'est de déterminer est-ce que là où vous avez votre terrain sur lequel vous voulez construire, ce n'est pas une zone réservée, une zone inondable ou une zone à risque d'éboulement, ou bien tout simplement une zone où il y a une faille. Maintenant, une fois le permis de construire émis, mais maintenant le constructeur aurait les mains libres pour travailler. Cependant, qui est-ce qui va émettre le permis? La municipalité. Donc il faut un ingénieur municipal qualifié. Il faut aussi il y a une autre exigence que le dossier doit être approuvé par le MTPTC. Une fois qu'on a la non-objection du ministère des Travaux publics, ça revient à la mairie maintenant qui émet le permis de construire. Donc finalement, avec ce permis de construire et le constructeur qui peu importe, parce qu'on parle de requérant pour le permis. On ne dit pas si c'est le propriétaire, si c'est le constructeur, on ne sait pas. OK? On le saura, c'est au moment de l'autorisation d'occuper les lieux, à la fin du projet. Maintenant, théoriquement encore, l'ingénieur municipal devrait visiter à chaque étape prévue l'évolution de la construction et émettre ses réserves le cas échéant. Donc, on ne peut pas voir mieux que ça sur papier, puisque c'est comme ça que ça se fait un peu partout. Mais maintenant, est-ce que ça se fait? Là, c'est une autre question. En général, lorsqu'on émet le permis de construire, c'est pour tout le chantier. En général, il n'y a pas de suivi au niveau des instances étatiques. Donc, vous voulez dire qu'il y a un souci de recette fiscale que pratiquement de suivre effectivement de... C'est ça la grande Ça, on peut le dire sans hésitation. On peut le dire. Parce que dans le temps, ça allait... Il y avait ce processus-là, on allait à la mairie, on déposait les plans, ça allait aux travaux publics, ça devait revenir à la mairie. Ça prenait en général entre 2 et 3 mois. Et maintenant, c'est une taxe. Pratiquement, on pouvait avoir le permis le jour même. Il suffit de payer le prix. C'est ça. Bon. Mais quand même, il y a quand même... le prix fort. Ça peut changer parce que quand même, il y a actuellement, l'OMRH a pris l'initiative de former des ingénieurs municipaux. Et je pense que ces gens, avec la formation qu'ils vont recevoir, ça peut changer les choses. D'ailleurs, Alex Loquet a participé au nom du collège à la sélection de ces ingénieurs-là. Et il y a une formation qui continue, qui est faite. Donc, il pourrait peut-être vous dire davantage. Bon, en effet, justement, je crois que le gouvernement avait sollicité de l'OMRH le recrutement de 100 ingénieurs et architectes pour distribuer dans toutes les mairies du pays.
Et effectivement, le processus a eu lieu, j'ai participé au recrutement. Et actuellement, ils sont au stade de formation, ou bien la formation a été achevée, mais ils n'ont pas encore été recrutés formellement. Mais c'est ça, c'est dans le souci de l'État de renforcer les mairies. Parce qu'effectivement, le vis-à-vis est important quand on arrive à une mairie pour voir. Et les échanges, c'est important. Il faut questionner et le projet. Bon. En grande partie, c'est le montant, c'est la surface qui intéresse. Alors là, alors là, la procédure est transparente, elle est bien décrite, elle rassure aussi, sur papier. Mais dans les faits, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Mais alors, en tant qu'ingénieur, il y a un élément, je dirais, le côté de la qualification du personnel, la main-d'œuvre particulièrement. Est-ce que selon vous, parce que quand même vous êtes des ingénieurs, vous êtes architectes, vous faites les plans, vous supervisez, mais il y a aussi la qualification de la main-d'œuvre. Est-ce que c'est un élément de contrainte en ce qui a trait à la mise en place du code de construction? Bon, je ne pense pas, parce que si on considère notre voisin de la République dominicaine, qui ces dernières années a eu un boom, on peut dire, au niveau de la construction, 90% sont des ouvriers haïtiens. Donc, ce n'est pas un problème de qualification. C'est un problème plutôt de contrainte, je peux dire. Parce qu'on peut avoir un ouvrier qui vous dit, OK, ingénieur, m'a venu demain, et puis demain pour lui, c'est dans un mois. On trouve ça. Il y en a de consciencieux aussi. Mais pour l'application, je pense que le ministère de la République a fait un travail très intéressant. Ils ont fait 3 fascicules. Le premier, c'est pour justement la construction des bâtiments de 1 ou 2 étages, qui en général ont les mêmes charges. Donc ce sont des calculs préfaits. Le type n'a rien à calculer, il a des dessins qui sont dans ce fascicule et qui lui permet c'est facilement exécutable. Maintenant, il y a le deuxième qui serait la réparation de petits bâtiments après le séisme, qui donne des techniques de réparation. OK? Le troisième, maintenant, c'est la mise à niveau parasismique des bâtiments. Donc, avec ces 3 documents, que moi, je souhaite qu'ils le mettent en créole aussi, le contremaître a de quoi se débrouiller. Donc, avec ça, il pourrait acquérir une certaine connaissance qui lui permettrait, avec l'aide d'un ingénieur, de pouvoir s'adapter au code national. Très bien. Alors là, mais au niveau, par exemple, motivation du public, comment le collège, en tant qu'institution, pourrait mieux sensibiliser le public lorsqu'on doit faire appel, par exemple, à un homme de l'art? Généralement, on refuse de faire appel à l'ingénieur, on fait appel à un contremaître, à un boss. C'est comme s'il y a, je dirais, cette méfiance. Donc, comment pourrait-on faciliter les rapports entre le professionnel de la construction et le grand public, les usagers, pourquoi pas? Bon, je pense que c'est une mauvaise information que le public, enfin, beaucoup de gens Mauvaise perception. Mauvaise perception, oui. Mauvaise perception. Parce que souvent, les gens pensent que s'adresser à un ingénieur, ça va leur coûter plus cher. Oui, il faut le dire. Or, c'est vraiment pas c'est pas le cas. Ça peut arriver, mais en général, ce n'est pas le cas. OK. Bien construire, ça coûte cher également. Très bien. Vous allez vous adresser à un contremaître, il va construire n'importe comment, ça va vous coûter meilleur marché. Il ne fera pas les calculs, il mettra, suivant son idée à lui, de quantité de fer, ça va vous coûter meilleur marché. Mais il faut que les gens sachent qu'une construction, c'est le résultat, c'est un investissement, et c'est le résultat de plusieurs années d'économie. Oui. Alors, est-ce que réellement, ça va être moins cher? Parce que le type, il peut mettre 2 fois plus d'acier qu'il en a besoin. Oui, il y a ça également. Il y a ça également. Mais dans la tête du client en général, il pense que s'adresser à un contremaître, ça va coûter meilleur marché. Ça peut arriver. Mais est-ce qu'il a la qualité? Est-ce qu'il a l'assurance que sa construction va tenir s'il y a un tremblement de terre? Là, c'est autre chose. Je pense que cette assurance-là, il n'en aura pas avec un contremaître. Tandis que nous autres, ingénieurs,
nous garantissons les constructions. Très bien. Alors j'ajouterais aussi. Et il y a les droits même en ce sens-là, Ouais. qui rendent l'ingénieur responsable pour une période de... Une garantie dépendamment du projet. Oui, Ça peut aller jusqu'à 10 ans. Ouais, très bien. Un contre-maître, vous n'avez pas cette garantie-là. Ouais. Très bien. Alors moi j'ajouterais le côté rapport humain aussi. Parce que des fois, les gens qui font appel à des contremaîtres directement, c'est peut-être une question sociologique, question de... Des fois, promiscuité, je ne sais pas, mais des fois, comme si l'ingénieur, disons, quelque chose d'inaccessible. Vous voyez, alors avec le contremaître, le boss, voyez, c'est le même parler. Vous voyez, des fois, c'est ce qui crée l'handicap qui fait que des fois, certaines personnes ne font pas appel à les hommes de l'art. Ce qui est pire, c'est que le contremaître lui-même, quand il a besoin de construire, il va s'adresser à son ingénieur. Justement. Mais il y a encore un autre point que j'aimerais soulever qui est important. Ok. Dans le CNBH, ils disent que les petits bâtiments qu'on appelle kayate, ou bien les ajouts pas, qui tendent à disparaître maintenant puisqu'il y a pratiquement des constructions en bloc, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de restrictions particulières parce qu'il y a eu un bon comportement lors du séisme. Ça, c'est très dangereux de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux séismes semblables. On a plusieurs failles qui traversent Port-au-Prince. Maintenant, la directivité du tremblement de terre a toute son importance là-dedans. Celui qu'on a eu en 2010 s'éloignait de Port-au-Prince. Autrement dit, la rupture elle-même qui est progressive, elle a une direction. Mais cette direction s'éloignait de Port-au-Prince. Donc les zones, au fur et à mesure, se raréfiaient dans la zone de la capitale. Mais le scénario inverse. Si la directivité était vers Port-au-Prince, on aurait comme ce qu'on appelle l'effet Doppler. Ça veut dire les zones seraient... on n'aurait pas eu ce qu'on a eu. Donc, deux tremblements de terre, c'est deux choses totalement différentes. Il ne faut pas se baser sur le comportement de structure. En 2010, par exemple, je vais prendre tous les bâtiments qui sont suspendus, je peux dire, dans des pentes de 25 à 40 degrés même. Mais si à l'époque, on était en saison pluvieuse, que le sol était saturé, on aurait une hécatombe. Donc maintenant, si on dit que comme les bâtiments ont eu une bonne tenue en 2010, ils vont l'avoir en 2000X, mais ce n'est pas vrai. Donc, on ne peut pas raisonner de cette manière-là. Non, faut pas. Faut pas. Maintenant, alors, le grand problème, je comprends bien, c'est le suivi au niveau du secteur public et comment prévenir et influencer les comportements pour qu'ils soient des comportements plus professionnels, plus, je dirais, plus prudents. Parce que déjà, on fait une large publicité autour de l'éventuel tremblement de terre. Donc, on a intérêt aujourd'hui à avoir, je dirais, une attitude beaucoup plus proactive. Donc, mettre de respirer un peu. On prend une pause. On vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 410e édition de l'émission OCPA Magazine. Émission qui a pour thème la problématique du bâtiment en Haïti post-séisme du 12 janvier 2010. Nos invités, le Collège national des ingénieurs architectes haïtiens, représenté par le président du comité de direction, l'ingénieur Aspil, l'ingénieur Loture qui est membre du collège, l'ingénieur Lorquet
qui est membre aussi du comité de direction. Au cours de la première partie de l'émission, nos invités vont expliquer le contenu sommaire du code de construction. Ils vous ont également fait remarquer que malgré l'absence de code, les ingénieurs ont toujours suivi les normes applicables en se référant au code applicable ailleurs. Ils ont fait référence à l'International Building Code, ils ont fait référence à l'International Residential Code. Donc c'est dire que, avant même la définition ou l'élaboration de ce code du bâtiment, en 2012, eh bien, les ingénieurs, les professionnels ont toujours respecté des standards internationaux, ce qui est rassurant, bien sûr. Ils ont fait remarquer aussi les contraintes à la mise en application de ce code. Particulièrement, ce code n'a pas encore fait l'objet d'une véritable loi, avec force coercitive. Ils ont mentionné une procédure transparente pour arriver à l'obtention de permis de construire, où le ministère intervient, où la mairie intervient aussi, et pour que le professionnel puisse passer à l'œuvre. Cependant, dans la pratique, comme toujours dans tous les domaines de ce pays, les normes sont là, mais la pratique passe à côté des normes. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre, nous sommes là pour, en principe, éclairer le grand public. Donc, puisqu'il y a ces contraintes, nous avons parlé de la qualité aussi des intervenants, de la main-d'œuvre, et c'est un point aussi positif, rassurant, puisque la main-d'œuvre, elle n'est pas surqualifiée, mais elle est quand même acceptable, puisque la main-d'œuvre haïtienne a pu être utilisée en République dominicaine, comme l'a souligné l'ingénieur Lauture. Mais au cours de cette seconde partie de l'émission, eh bien, nous allons voir comment le contrôle de qualité peut aider à améliorer ou bien rendre, je dirais, plus acceptable la construction, le bâtiment en Haïti. Le contrôle de qualité. Est-ce que ça pourrait aider? Voir la qualité des matériaux. Comment ça peut t'aider? Bon, pour moi, obligatoirement, la qualité des matériaux ne doit pas être questionnable. Et le problème, c'est que l'ingénieur ne fabrique pas les matériaux. Très bien. Il trouve sur le marché, il achète. Et là, c'est là la grande question maintenant. Des fois, ce que le calcul a donné, ce qu'on trouve sur le marché, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Bon. Maintenant, c'est encore une fois, on revient à l'État, au ministère du Commerce, de jauger la qualité des matériaux. Donc, on revient à la case de pas savoir, le secteur public a en amont une intervention à faire pour s'assurer de la qualité des matériaux. Certainement, c'est très important parce que depuis, avec la décote de la Gourde, il y a beaucoup d'importateurs, ce qu'ils ont fait, ils ont diminué la qualité pour ne pas avoir à augmenter le prix énormément. Ce qui fait qu'actuellement, on a toutes sortes de matériaux, de toutes sortes de provenances. Et beaucoup de matériaux sortent de la Chine et beaucoup de ces matériaux-là, pour les faire des barres d'acier, ne respectent pas le diamètre. Le diamètre, si vous avez un fer de demi, ça n'a pas vraiment un demi-pouce de diamètre. Enfin, l'acier, on ne sait pas la qualité de l'acier parce qu'il y a toutes sortes de qualités d'acier. Donc, on se réfère à des tables de calcul, mais est-ce que les résultats que nous avons, lorsqu'on applique cette table-là, est-ce que les matériaux répondent aux qualités requises? Ça, on ne sait pas. Et il devrait y avoir un laboratoire national qui s'occupe de ce genre de test de matériaux. C'est comme pour le ciment, la même chose. On a toutes sortes de ciments qui rentrent. On dit que ce ciment, c'est pour les finitions, on dit que ce ciment, c'est pour le béton. Oui. Mais qui est-ce qui vous garantit que c'est la vérité? On ne sait pas. Alors, c'est là la différence entre normes et codes. Les normes régissent les matériaux. Donc, vous avez la norme ASTM, vous avez la FNOR,
fusion noble pour les matériaux. Mais on a le laboratoire national. Le laboratoire national, moi je ne sais pas, mon expérience personnelle qui a toujours été au niveau de, en grande majorité de les ouvrages d'art, les ponts, mais le laboratoire est présent permanent sur mes chantiers. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça veut dire que vous avez une firme de supervision qui est mandatée par l'État haïtien. Vous êtes entrepreneur, vous construisez, mais si votre béton n'est pas conforme à ce qu'il devrait être, vous allez devoir démolir ce que vous faites. Maintenant, au niveau privé, il n'y a pas assez de contraintes maintenant, parce que bon, je pense que le professionnel doit être celui qui exige d'avoir, ce n'est pas le commerçant à vous dire ce qu'il va vous donner. On parle maintenant qu'avant le séisme, on utilisait de l'acier lisse, que l'acier lisse n'est pas bon, que l'adhérence n'est pas bonne, qu'il faut utiliser l'acier crénelé. Bon. L'acier crénelé a pris un petit nom ici, l'acier Zoreke. Bon. Zoreke. Alors que vous avez de l'acier de grade 60, grade 40, grade 75. Donc entre l'acier de grade 60 et de grade 75, il y a 50% de résistance en plus. Donc, si on utilise de Zoreke, vous avez des termes de référence, vous avez un plan qui vous donne quel type d'acier utiliser, il vous dit acier crénelé, grade 60. Vous arrivez, ok, donnez-moi du Zoreke. Mais vous allez avoir du Zoreke. Mais c'est 50. Comment dirais-je, bon, comme je dis, le grade 60 est une fois et demi plus résistant que le grade 40. Maintenant, alors vous dites que très souvent, la fiche technique n'accompagne pas la commande. Oui, parce que nous, sur l'acier, on doit trouver des informations. Oui, à savoir la provenance. Sur la barre même. Sur la barre, la provenance et le grade. Enfin, pas mal de choses. Mais vous ne trouvez pas ces informations. La plupart du temps, vous n'avez pas ces informations-là. Très bien. Alors là, c'est là, je vois parce que le collège peut jouer un rôle. Et comment, selon vous, le collège peut-il contribuer à renforcer les procédures, sensibiliser le public et sensibiliser, je dirais aussi, même le secteur public? Le collège ne peut-il pas jouer ce rôle? Bon, on peut faire un plaidoyer en ce sens-là. Très bien. Mais nous n'avons pas un poids suffisant pour imposer aux commerçants qu'ils commandent telle qualité de matériaux. Je pense que ça revient en premier lieu à l'État haïtien d'obliger, lorsque ces gens placent des commandes, qu'ils viennent avec une fiche technique et lorsque le matériau rentre, de contrôler la qualité avant que ce soit mis sur le marché. Oui, parce que si vous vérifiez le diamètre d'un acier de demi, qu'on vous vend ici, vous n'allez pas trouver un demi-pouce. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs années. Donc maintenant, si vous faites votre calcul en pensant utiliser un acier de demi, c'est dangereux. OK. Vous voyez? Maintenant, le laboratoire national, comme je dis, c'est une instance qui est là pour veiller. Mais c'est le laboratoire national, bâtiments et travaux publics. OK. Il ne s'implique pas dans les constructions privées. Okay, maintenant, il y a eu au cours des années aussi d'autres laboratoires privés qui se sont développés en Haïti. Mais il faut exiger du fabricant. Il faut exiger. C'est la même chose à l'épicerie. On arrive à l'épicerie, on trouve toutes sortes de trucs, de produits. C'est comme ce matin, en venant ici, j'écoutais la radio, il y a quelqu'un qui parlait, qui voulait faire des exportations de produits alimentaires dedans, comme des sodas, certains produits haïtiens vers le Chili. Mais il disait qu'un des problèmes qu'il a rencontré, c'est que sur l'étiquette de ces produits-là, il n'y a aucune composante, des composantes qui sont dans la fabrication de ce produit-là. Et lorsque vous arrivez au Chili, ils n'acceptent pas ces produits-là. Alors parce là, qu'il n'y a pas de traçabilité du produit. Alors, ce que je crois particulièrement, le collège pourrait, par exemple, sensibiliser le grand public. Il y a beaucoup d'informations, par exemple, quoi demander, comment évaluer, comment apprécier la qualité du fer, etc., des matériaux. Parce que ce que je comprends, par exemple,
le collège est l'autorité en la matière. C'est l'autorité, selon moi. C'est-à-dire, ce n'est pas, je dirais, une association, c'est comme un ordre. Donc, à ce titre-là, est-ce que le collège dispose, je dirais, bon, certes, il n'y a pas de grands moyens, je présume, pas vrai? Mais au point de vue formation, au point de vue sensibilisation, est-ce que le collège ne peut pas se rapprocher des centres de formation? Oui, au cours des dernières années, il y a eu plusieurs projets, surtout de formation, surtout au niveau intermédiaire. Il y a eu un projet avec les CAID. C'est ça le projet levé, c'est ça? Et puis, dernièrement, on a été contacté, sollicité par la coopération suisse. Okay. C'est ça? Et alors, l'autre chose, pour question de visibilité, alors je vais revenir. Et on a essayé. On veut encore bouger. On a contacté les agences les assurances. On a envoyé des correspondances à toutes les directions départementales de l'État. Très bien. On a contacté les banques de logement. Bon, quelques-unes d'entre elles ont réagi positivement. Elles ont commencé à demander à celui qui vient solliciter un prêt, est-ce que l'ingénieur fait partie du collège? Parce que je dois vous dire que la création du collège, c'est une loi, c'est un décret. Okay. Et qui est une des obligations que dans ce décret-là, c'est que pour pratiquer le génie en Haïti, il faut être membre du collège. Ah bon? Ouais. Oh oui. C'est une obligation. C'est une loi. Tout existe sur papier ici. Sur papier, ça existe. 29 mars 1974. Mais je pense qu'il y aurait moyen de corriger le tir, puisque l'université même qui octroie le diplôme devrait exiger le membership du diplômé avant de lui donner. Comme si je prends l'exemple de l'Ordre des ingénieurs du Québec, on a beau étudier dans n'importe quelle université, c'est l'ordre qui vous dit que vous êtes ingénieur. L'université vous donne des connaissances et l'ordre vous permet de travailler. Les 2 premières années, vous êtes ingénieur junior. OK? Maintenant, en fonction de ce que vous aurez réalisé pendant vos 2 ans, si vous avez l'expérience pertinente, eh bien, l'ordre des ingénieurs vous donne maintenant votre membership senior. Maintenant, vous avez votre SO, vous êtes autonome. OK? Votre cotisation doit être payée annuellement. Le SO est un privilège, ce n'est pas un don, il ne vous appartient pas. Vous avez un numéro de membre. Vous ne payez pas votre cotisation, vous êtes toujours membre, mais vous n'êtes pas membre actif. Si vous allez travailler sur un projet en n'étant pas membre actif, eh bien, la loi sévit. Parce que l'ordre a force de loi. Il a l'autorité pour le faire. Donc, c'est à partir des cotisations des membres qui sont assez nombreux, je n'ai pas de chiffre en tête pour l'OIQ, mais les cotisations suffisent amplement à donner à l'ordre toute sa puissance. OK? Il organise des cours de formation continue. Et puis maintenant, d'abord, on est obligé de suivre cette formation continue pour garder son statut. De membre actif. Donc maintenant, ça devait se faire à partir même de la sortie de l'université, où on épingle l'étudiant, on dit que tu sors de là, si tu veux professer, tu dois être membre du collège. Très bien. Alors là, est-ce que au niveau même du curriculum, est-ce qu'il y a une harmonie? Est-ce que le collège ne pourrait pas influencer l'harmonisation, je dirais, du curriculum au niveau des centres de formation déjà? Certainement. Et il faudrait qu'on arrive avant qu'on harmonise la formation et qu'on ait un examen également, un examen pour évaluer la personne. Et la loi date de 1974. Ça fait quand même bientôt 46 ans. La loi mérite d'être reprise. Mais on a des 100 projets. Mais comme c'est un décret qui a créé le collège, il faut un autre décret pour modifier des choses. Et vous savez,
ces derniers temps, Ouais. passer un décret ou bien une loi, c'est une chose pratiquement impossible. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est comme ça. Donc l'ordre doit... Lors de la formation du collège, il n'y avait pas beaucoup de facultés de génie. Vous voyez? Il y avait peut-être 2 ou 3, pas davantage. Maintenant, il y a pas mal et au niveau de la formation, chacun fait un petit peu à sa manière. Le collège pourrait, dans ce cas-là, vraiment harmoniser la formation. Mais il faudrait qu'on reprenne les lois, qu'on nous donne cette autorité-là pour le faire. Très bien. Alors, vous avez mentionné un point positif, à savoir les assureurs réclament la certification d'un ingénieur professionnel. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi obtenir ceci du secteur public, et des mairies, du ministère des Travaux publics, et même par exemple pour les appels d'offres, pour les travaux publics? Est-ce que le collège ne pourrait pas intervenir aussi pour défendre ses intérêts, ses droits? Nous avons fait le plaidoyer dans le temps. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Jusqu'à présent, les appels d'offres de l'État, on ne demande pas qu'à ce qu'il y ait un membre de la firme qui fasse partie du collège. C'est vraiment, le collège, je veux dire, peut-être de la part de l'État ici, est un petit peu ignoré. Bien que, bon, pour le Palais national, on a fait appel à nous autres. Pour la formation des ingénieurs numériques, on a fait appel à nous. Donc, je pense qu'actuellement, ça a tendance à changer. Mais pendant trop longtemps, c'est resté comme ça. Et on a souffert de ça. Très bien. Mais alors, au niveau du membership, vous représentez combien de membres là? Bon, comme membre inscrit, on a passé près de 540 et 500 membres. Les membres actifs, on est beaucoup moins. Parce que, bon, les membres actifs sont les gens qui paient régulièrement la cotisation. Et bien que la cotisation ne soit pas élevée, les gens hésitent à payer, il faut courir après. Et surtout lorsqu'il y a une certaine instabilité, les gens sont encore moins motivés pour le faire. Alors, on a commencé à afficher sur le site du collège les ingénieurs qui sont actifs. Et maintenant, les gens commencent à se manifester. Puisque dès que ça, c'est public, et vous allez sur le site et vous allez voir les ingénieurs qui sont actifs. Mais une démarche auprès des bailleurs de fonds aussi pour aider, non? Oui. Sans citer de nom, il y a un ou deux qui commencent à imposer au niveau de leur... Et puis ça va faire boule de neige aussi, il faut commencer quelque part. Hein? Donc, il y a des gens qui sont pour le respect de la loi. Eux, ils appliquent ça. Et c'est avec eux que vraiment on a de l'espoir et j'espère que ça va continuer avec les autres. Donc, certains bailleurs commencent déjà à soutenir cette position qui, en principe, ne peut que renforcer la profession d'ingénieur et d'architecte en Haïti. Maintenant, puisque nous parlons de bâtiments de construction, il y a les firmes étrangères qui viennent. Et ces ingénieurs se plaignent d'être mis à l'écart, de perdre du marché, de perdre des opportunités. Comment le collège peut-il, selon moi, intervenir pour protéger, je dirais, le marché, tout en acceptant le principe de l'ouverture des opportunités pour tous, dans un monde sans frontières? Ça a deux volets. Ça a deux volets. Parce que les appels d'offres internationaux, il y a une façon très typique d'écarter les entrepreneurs haïtiens. C'est le montant du cautionnement ou bien les exigences. Vous dites à l'ingénieur, qu'est-ce que vous avez fait les 5 dernières années? Bon, eh bien, j'ai eu un loc telle année, un autre deuxième loc, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Finalement, vous n'avez rien fait. On a vivoté. Donc, alors je prends toujours cet exemple. Si on ne me permet pas de faire mon premier kilomètre de route, quand est-ce que je vais faire le 100e? Très bien. Vous voyez? Donc là, il y a un problème puisque ces bailleurs de fonds, que ce soit au niveau de dons, au niveau de prêts, ont des exigences qui sont très, je dirais, difficiles à respecter. Ça, c'est une première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est au niveau financier. On vous donne,
vous avez un projet, on vous dit de cautionner le projet à 5% et puis vous n'êtes pas capable. La valeur, le montant du projet vous empêche d'obtenir la caution. En plus, ils ne veulent plus de compagnie d'assurance, ils veulent que ce soit une banque. Ça doit être une banque. Et la banque va vous demander un cash collatéral. Donc, maintenant, pour pallier à ça, mais il faudrait que le gouvernement s'implique. Ouais. Ça s'est fait en République dominicaine. OK. Parce que la République dominicaine, si actuellement, toujours, en 2020, utilise la main-d'œuvre haïtienne, elle l'utilisait aussi il y a 20, 25 ans, 30 ans de ça. Ceci pour dire que le gouvernement dominicain exigeait aux firmes étrangères de prendre un minimum, un pourcentage, je ne sais pas si c'était 20, 25% de sous-traitants locaux. C'est ce qu'on appelle le transfert de technologie. Et puis il se trouve que maintenant, par ironie du sort, on profite du transfert de technologie de la République dominicaine vers nous autres. Vous voyez? Parce qu'eux, ils avaient pris cette politique-là. Et c'est facile de l'exiger. Vous dirigez votre pays, vous vous dites, voilà ce que je veux. That's it. Très bien. moi j'ai vu après le tremblement de terre des firmes dominicaines arriver pour construire des abris provisoires pour les écoles. Moi, vraiment, ça m'a révolté. Parce que je me suis dit, c'était même pas la peine d'être ingénieur pour construire ces abris-là. Et ce sont des Dominicains, ils sont venus avec les ouvriers dominicains pour faire ces travaux-là. Très bien. Vraiment, pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est les Nations Unies qui finançaient cela. Eux, ils demandent en général que la firme finance ces travaux, ils sont payés après. Et les Haïtiens n'ont pas eu cet appui financier-là. Eux, ils ont reçu ça de leur gouvernement eux-mêmes. Très bien. Mais c'est dommage que l'Haïtien ne contribue pas à la reconstruction de sa capitale. Très bien. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de l'émission. Alors, l'émission, c'était pour vous renseigner, pour vous informer, pour vous sensibiliser sur la reconstruction de ce pays. Chacun doit apporter sa contribution. Que vous soyez aujourd'hui du secteur public ou du secteur privé, il y a un pays à bâtir, à construire. Il faut responsabiliser les professionnels, il faut aussi protéger les usagers. Ce rôle ne peut être joué que par l'État. L'État est le garant de l'exercice de ses droits. Il y a aussi des obligations de la part des usagers, des citoyens. Donc, nous avons pris plaisir à vous communiquer un ensemble d'informations à travers le Collège national des architectes haïtiens et qui a fait, je dirais, une présentation en force pour peut-être le président Aspil et le Collège, encore une fois, je l'espère, pourra venir à ce plateau pour vous informer, pour vous renseigner. Car en investissant dans la construction, il s'agit encore une fois de votre avoir. Il faut bien construire pour protéger votre investissement dans le futur. Ainsi prend fin la 410e édition de la série. Nous disons un grand merci aux professionnels du collège et à vous. Nous disons encore à bientôt.